Salut tout le monde et bienvenue dans ce 4e et dernier Coin Lecture. Je ne sais pas ce que je fais de juin, je suis Alexis Brot et nous sommes ici pour aborder mon retour sur 2 livres qui, là encore, sont chouettes. Pas de gros bousins ce mois-ci, c'est cool hein, c'est des mois qui font plaisir. Et commençons tout de suite avec Danse avec les lutins de Catherine Dufour. Alors c'est une autrice que je ne connaissais pas, malgré une carrière très florissante dans les genres de l'imaginaire, donc a priori, là où va ma préférence en termes de romans, elle a gagné plein de récompenses, enfin c'est pas exactement une inconnue si vous voulez, mais je n'en avais jamais entendu parler. Ça arrive. Il a fini dans ma pile à lire parce que Camille me l'a offert dans son calendrier de l'avent de livres. Ça lui avait d'ailleurs été suggéré par une amie à lui, Camille est devenu un homme. Cette personne d'ailleurs, qui lui a suggéré ce livre, lui avait également conseillé l'histoire d'une mouette et du chat qui lui a pris à voler, et l'espace d'un an, nous avons donc quelqu'un qui est de très bons conseils, puisque ici, nous avons un A. Petit rappel, j'évalue mon ressenti, pas le livre, et résumé sur la 4e de couverture. Un roman de fantaisie avec des elfes, des lutins, des fées, des ondines et des métis ogres nains. Des métis ogres nains. Dans l'immense ville de Scrougne, un garçon nommé Figuin vit très mal le racisme et la misère auxquels il est confronté. C'est alors qu'entre en scène un banquier. Oh. Froid, inusable, immensément riche, il cherche à l'être plus encore. Il décide de creuser un fossé au milieu de la population afin de jeter une moitié aux trousses de l'autre et vendre des armes au passage. Il lui faut un jeune un peu paumé à endoctriner pour l'envoyer se faire exploser au milieu d'une fête de quartier. Catherine Dufour, avec la verve qui a fait le succès de Blanche-Neige et les lance-missiles, retrouve la fantaisie pour mieux dire les désordres du monde dans lequel nous vivons et les peines immenses qu'ils engendrent. J'ai écouté des interviews, elle prononce fantasy. C'est rigolo. Catherine Dufour ratisse large pour fustiger politique et homme d'affaires avec son inventivité verbale et son mordant habituel, nous dit Claude Eken dans Bifrost, prix Imaginal 2020, prix Bob Moran 2020, et illustration, on ne saura pas. J'ai pas trouvé qui a fait l'illustration, ce n'est pas précisé, donc ma foi, Tempi. Si, couverture, pardon, illustration de Didier Graffé, c'est moi qui sais pas lire. Donc ouais, un A, et pourtant ça partait pas pour être un A, du tout. Pour vous recontextualiser la lecture de ce livre, donc c'était le premier livre que j'ai lu en mai, donc on finit par le début, juste après Les derniers jours d'un monde oublié de Chris Vuklicevic, qui a d'ailleurs remporté le dernier prix des Imaginales, félicitations à elle, et comme je vous l'ai dit, ça a été une lecture franchement éprouvante, Les derniers jours d'un monde oublié. Et donc, je me suis naturellement orienté vers... Bon, la petite parodie de fantasy, bien mignonne, qui était juste là. Le con. Voilà. Je sais pas quand j'ai décidé que c'était une parodie de fantasy. Je sais, c'est écrit nulle part. Je pense que c'est le titre, Danse avec les lutins. Je me suis dit, tiens, référence avec Danse avec les loups, parodie de Danse avec les loups, on ne sait pas. Et voilà. Je pense que ça doit venir de là. Mais non seulement j'avais tort à ce niveau-là, mais si je pensais à une petite lecture mignonne et sympathique, pour me laver la tête si vous voulez, je pouvais difficilement avoir plus tort, puisque c'est une histoire qui parle de la radicalisation dans la jeunesse, de l'oppression de l'homme par l'homme en général. C'est pas du tout léger comme thème. Alors j'ai beaucoup de choses à dire évidemment, et on va commencer directement par ce qui frappe d'entrée de jeu, le style de l'autrice est dingue. Elle fait partie de ces auteurs et autrices qui ont un style très fort. Genre, tu lis un paragraphe d'un livre au hasard, tu sais que c'est elle. Ou lui. Enfin, ce genre d'auteur ou autrice. On a un ton très gouailleur tout du long, un humour cynique. Venez me voir demain sur Twitch, vous lirez la première page. On a aussi une excellente maîtrise de la langue. Un vocabulaire varié, précis. On a un véritable talent pour l'image, si vous voulez en plus. L'image qui va fonctionner, mais une image originale en plus. Il y a quelque chose que je reproche souvent, si vous voulez, aux livres de jeunes auteurs et jeunes autrices, c'est qu'ils vont utiliser des locutions sans se demander ce qu'elles apportent, par pur mimétisme de langage, si vous voulez, et du coup, un peu par paresse créative. Et là, c'est exactement l'inverse. Toutes les expressions ont une intention, et souvent l'intention, c'est de faire sourire, évidemment. Je dis évidemment, c'est pas évident, mais là, en l'occurrence, c'est le cas. Par exemple, au tout début, un conseil fait passer un gros calumet hallucinogène. Ça va être le tour d'un lutin qui a déjà pris des champignons, et quelqu'un dit ah non, non, pas lui, vous allez ajouter du sucre dans le miel. Sauf erreur de ma part, ajouter du sucre dans le miel, c'est pas une expression qui existe, et on comprend très bien ce qu'elle veut dire. Et en plus, c'est rigolo, quoi. Enfin, je veux dire, moi, ça me fait rire. Et ben voilà, ce sens de la formule accompagne absolument tout le livre. On se retrouve avec un roman très bien écrit,
très drôle, mais quand même assez riche. Un peu à la Kaamelott, quoi, si vous voulez. Un peu à la Kaamelott. C'est drôle, mais c'est recherché. Alors, une comparaison beaucoup plus pertinente serait sans doute Terry Pratchett, parce que l'autrice l'évoque à plusieurs reprises dans ses interviews, et les lecteurs et les lectrices dans certaines critiques, notamment sur Goodreads. Mais j'ai jamais lu Terry Pratchett, donc je ne sais pas, je peux pas savoir. C'est prévu, on lira Terry Pratchett un jour, c'est prévu, j'en ai plusieurs dans ma pile à lire, on se fera ça un jour. Après, la référence à Kaamelott est pas déconnante non plus. On a un personnage qui parle à un moment donné de partie tigeuse par opposition à la partie boulière. Donc je dirais, l'influence est assumée. C'est peut-être juste un clin d'œil. Dans tous les cas, il y a intertextualité. Et le deuxième énorme talent de Catherine Dufour, c'est les noms propres. Souvent ce sont des jeux de mots, parfois non. Mais à chaque fois, c'est incroyable. À chaque fois, c'est incroyable. Et c'est parfait. Vous allez voir, on va parler un peu de l'histoire. Donc, on suit surtout deux fées immortels qui s'appellent Pétrole Kiwi et Pamprenouche, qui sont apparemment des personnages récurrents dans l'œuvre de l'autrice, si j'ai bien compris. Et plus précisément, on va suivre toute l'évolution d'une ville. Scrougne. Bien avant, juste avant, pendant, après et bien après, un attentat, qui est probablement une allusion aux attentats du 13 novembre 2015 à Paris. On suit à la fois les gros pourris auxquels le clivage profite, notamment le marchand d'armes Glock, le banquier Avcock 6 et le mercenaire Alien Craboire, un Corrigan. Alors déjà, tu touches pas au Corrigan. Voilà. Je trouvais déjà ce dernier nom particulièrement ingénieux, Alien Craboire, parce que Alien, transformé en prénom, donc A-L-I-E accent grave, N-E, t'as la notion d'horreur envahissante, quoi, avec l'alien, et Craboire, avec un K et avec deux B, t'as le côté rocailleux, t'as le côté dégueulasse, quoi, des méchants de fantasy, mais c'est aussi un peu rigolo, quoi. Craboire. C'est pas un nom qu'on donnerait à un Uruk-hai dans Le Seigneur des Anneaux. C'est un nom qui peut évoquer un peu l'univers de Reflet d'Acide, si vous voulez. Mais j'ai pris toute la mesure de l'ingéniosité de ce nom quand Avcock 6 et Glock décident de faire de Craboire le leader charismatique du Nef, le nouvel empire féerique, et que le pauvre gosse endoctriné dans ce soulèvement irrationnel contre les ogres, donc les métis ogres nains, quand ce pauvre gosse se fait donc exploser au milieu d'une fête de quartier, comme c'est dit sur la 4ème, et que donc il crie « Alien Craboire ». Ah, je dis ok, bien joué. Bien joué parce que je l'ai pas vu venir, et c'était juste devant moi. Très bien joué. Genre, dites-le à voix haute, vous allez tout de suite comprendre. Au-delà de ça, ce que j'ai vraiment adoré dans ce roman, c'est la justesse avec laquelle l'autrice parle de notre monde, finalement. J'ai deux petites réserves, et l'une des deux, c'est que tout est assez transparent. C'est-à-dire que souvent, tu vas un peu sortir du monde de fantasy parce que les personnages ont les raisonnements, les réactions, les propos qu'on a retrouvés dans le monde réel, quoi, face à des éléments dont le parallèle avec notre monde est l'évidence même. Après, je dis ça, mais honnêtement, je suis sûr d'être passé à côté de plus de 80% des références faciles, alors que j'ai regardé des interviews de l'autrice. Et en même temps, c'est parfois un défaut, c'est souvent une qualité aussi, parce que du coup, tu vas directement avoir une résonance émotionnelle avec différents éléments, si vous voulez. Faut que j'arrête de dire si vous voulez. Genre voilà, telle ou telle personne réagit comme ça ou comme ça, tu vois à quoi ça fait allusion. T'es pas perdu, excusez-moi, j'ai plus de voix. Parce qu'il y a donc la radicalisation et la manipulation de la jeunesse, mais en réalité, ce roman traite de l'oppression en général. Les Ogrins sont l'incarnation de l'oppresseur, et cet oppresseur a plusieurs visages dans notre réalité, évidemment. Ça commence avec le colonialisme, ça commence même avant ça, mais voilà, c'est un exemple d'oppression. Les Ogrins sont les colons, et les lutins, les peuples indigènes. D'ailleurs, à la fin de son livre, l'autrice dit que les lutins doivent tout à la culture Sioux Lakota, qui me sont complètement étrangers, là, pour le coup, j'avoue que je connais absolument pas. Mais c'est pas surprenant non plus. À un moment donné, j'ai reconnu le patriarcat aussi, évidemment. Et là aussi, c'est un défaut et une qualité, c'est que très délicatement, j'ai envie de dire, l'autrice ne va pas fantasmer une réaction parfaite aux attentats. Soit que tout le peuple apprend à se tenir la main, soit qu'ils se liguent tous pour aller tuer les méchants terroristes. C'est pas une lecture bête de ces événements, plutôt une interprétation, j'ai envie de dire, vraisemblable. Genre, il y a beaucoup d'émotions, des personnages qui s'aiment et qui s'engueulent parce qu'ils sont en profond désaccord. C'est des parents désespérés parce qu'ils ont perdu leurs enfants et que du coup rien ne les consolera jamais, pas de consolation miracle, quoi. Et voilà, c'est ce que je veux dire par défaut et qualité, c'est que c'est très bien fait, c'est très délicat, mais du coup c'est lourd à lire, quoi. C'est un peu comme le style de l'autrice finalement, d'ailleurs. Il est pas lourd, mais il est très riche
très dense, très drôle aussi. Donc voilà, soit tu peux y entrer et c'est le kiff, soit t'es un peu distrait, voilà, et c'est un calvaire. Notamment au début, il y a beaucoup de personnages, il y a des gros sauts dans le temps, parce qu'on passe de la colonialisation à plus tard, à encore beaucoup plus tard. Parce que si tu veux remonter au pourquoi du terrorisme, tu remontes loin dans le temps, si tu veux. Ça commence pas il y a 50 ans, le terrorisme. Voilà, faut s'accrocher, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que la fin est très cathartique. Elle propose une idée de piste pour apprendre à vivre mieux tous ensemble en tant qu'espèce, si vous voulez, à l'échelle mondiale. Ambitieux. Ambitieux, mais c'est un roman de fantasy. À un moment donné, s'il y a bien un espace où on a le droit de rêver, voilà, et cette solution est très belle en plus. D'ailleurs, je vais faire comme elle a la délicatesse de citer l'article qui a inspiré le livre. Donc je vais le citer aussi, l'article de Fouad Laroui, un récit qui n'oublie pas les perdants, dans l'édition du 10 décembre 2015 de Libération. Donc voilà, je vous laisse mettre la vidéo en pause si jamais ça vous intéresse, hein, n'hésitez pas. Moi en tout cas, je sais que comme l'hippopotame est mon animal préféré, je suis ravi que les hippos soient une idée de solution pour l'entente mondiale. Celles et ceux qui ont lu le livre comprendront. Alors, dernier livre du mois, alors, vous le savez, si vous ne le savez pas, je vous l'apprends, tous les mois, je lis le livre de l'un ou l'une d'entre vous. Inutile de m'en envoyer en ce moment, il faut que je lise ceux que j'ai déjà avant de pouvoir en accepter davantage, mais donc, ces livres passent régulièrement dans mon émission depuis 5 ans, ou presque. Et ce mois-ci, c'est Les Cerfs sous le velours noir de Charlène Ferlet. Mais si vous êtes un ou une fidèle de l'émission, vous savez que ça se passe pas toujours super bien et que donc pour prévenir de la souffrance et de l'embarras à l'auteur ou l'autrice, mais aussi à moi-même, hein, je vous le cache pas, j'envoie un mail à celles et ceux qui me feront parvenir leur œuvre. Ce mail dit globalement, si j'ai bien aimé ton livre, je dis ce que j'ai à dire, mais si j'ai pas aimé, on fait quoi? Déjà d'une, est-ce que tu veux des conseils? Déjà, parce que je suis pas auteur, je suis pas éditeur, je suis un lecteur, juste un lecteur récréatif, quoi. C'est-à-dire, c'est pour ça que je préfère parler de retour plutôt que de critique dans ces émissions, parce que je vous parle de mes lectures comme je vous parlerai de voyages, quoi, que j'ai fait. Je suis un touriste de la littérature. Donc, est-ce que tu veux des conseils? Est-ce que tu veux juste mon avis? Ou est-ce que carrément tu préfères que je n'en parle pas, si j'ai pas aimé ton roman? Parce que la santé mentale, c'est important. Tout le monde n'est pas prêt à s'entendre dire devant plusieurs dizaines de milliers de personnes que son livre a déçu. C'est quelque chose qui n'est pas évident à entendre. Il n'y a aucune honte à l'admettre. Au contraire, c'est courageux de l'admettre. Et Charlène Ferlet, d'ailleurs, fait partie des très rares à avoir choisi la 3e option pour des raisons qui la regardent. Voilà, et je trouve ça très courageux de sa part, donc je tenais à le dire. Le fait qu'on soit en train d'en parler, c'est plutôt bon signe, vous vous en doutez, mais quand même. D'autant que l'histoire de ma lecture de ce livre, c'est toute une odyssée, vous allez voir. Quand j'ai reçu sa réponse à mon mail, j'ai soupiré de soulagement. Genre, bon, allez, j'essaie de tenir 2 heures. J'essaie de tenir 2 heures parce que je m'impose au moins 2 heures de lecture en ce qui concerne vos romans. Voilà, donc je me suis dit, je tiens 2 heures, je lui envoie un mail poli pour dire que c'est pas mon style, pour lui dire que, voilà, j'ai pas accroché, et je passe à autre chose. Parce que, en voyant ça, la couverture, parce qu'il y a des gens qui écoutent sans regarder, en voyant la couverture, j'étais sûr de détester. C'est une très belle image, hein, ça je dis pas, c'est une très belle image, mais ça sent le roman écrit par une adolescente émo-gothique. Oh, je suis un ange, mais je saigne. Oh. La police d'écriture d'ailleurs, complètement pétée, le titre pareil, il a mangé la subtilité. Je vais peut-être rassurer l'autrice, c'est un A+, voilà. Malgré tout ce que je suis en train de dire, le livre est vraiment génial, et je pèse mes mots, on va y venir. Mais comme j'ai dit, c'est un périple. C'est un périple de lecteur que je suis en train de vous raconter. Donc voilà, j'ai envie de vous raconter toute l'histoire. La couverture, bon voilà, ça de la couverture, j'ai dit ce que j'avais à dire. Moi j'étais parti sur fanfiction de Twilight, mais avec des anges. Et en plus avec le vernis sélectif, je sais pas si vous voyez le vernis sélectif, qui est très imparfait à plusieurs endroits. Enfin bon. Et là, 4e de couverture. C'est parti. La déesse veille. Son autorité est représentée par ses anges et ses archanges. Ils interviennent dans tous les aspects quotidiens de la vie. Francesca Sebastani se rend dans la ville marchande d'Alba pour accomplir les volontés de son père, épouser un riche négociant de basse extraction sociale et retrouver son frère, Taddeo, qu'elle déteste, afin de le pousser à accepter son héritage. Seulement, Francesca ne désire qu'une chose, découvrir qui a causé l'effroyable assassinat de son autre frère, Jacopo, et lui faire justice car, en rêve, elle la voit. La scène du meurtre par les yeux de ceux qui, haut dans le ciel, posent sur le monde un regard sans haine. Et je vais donner le nom de l'illustratrice Livia De Simone, je crois qu'elle est italienne, donc ça se prononce comme ça. Et je reprécise que je trouve l'illustration très belle, juste sur la couverture d'un livre, ça augure du pire. C'est mon opinion, c'est que mon opinion. Ce résumé là, bon, d'une part, il donne pas envie, déjà d'une, et d'autre part,
Bah, il est un peu catastrophique au niveau de la ponctuation, quoi. Seulement Francesca ne désire qu'une chose, 2 points, découvrir qui a causé l'effroyable assassinat de son autre frère, Jacopo, 3 petits points. Bon, c'est super maladroitement présenté. Elle va à Alba pour ramener son frère, mais elle veut surtout venger son autre frère, parce qu'elle a un deuxième frère, figurez-vous. Non bon, bref, voilà, cette phrase-là, point de suspension, et lui faire justice, car en rêve, elle la voit. La scène du meurtre par les yeux de ceux qui, haut dans le ciel, posent sur le monde un regard sans haine. Quoi? Le point est super bizarre. Bref, la couverture, la police, le titre disent je compense parce que le texte ne portera pas l'histoire seule, et la 4e dit je suis même pas ferme sur mes bases, même au niveau grammatical. Donc ouais, allez, tiens 2 heures, me suis-je dit, sois poli dans ta réponse, et attention, très important, je ne dis pas, je ne pense pas que le livre est mal édité, parce que là, j'ai l'impression que c'est ce que je... Là, je ris plus de moi. Je ris de mes propres préjugés, parce que des fois, il faut se foutre un peu de sa propre gueule. Je me moque plus de moi que du travail d'éditeur. Rappelez-le-vous, parce que dans l'histoire, là, c'est moi qui ai tort. Et d'ailleurs, je veux vraiment vous raconter le développement de mon ressenti. Si vous me suivez sur Goodreads, vous le savez déjà, vous avez vu la note grimper jour après jour, donc je vais essayer de vous raconter ça. D'abord, la dédicace. C'est-à-dire que j'ouvre le livre, pouf, il y a une dédicace. Chouette, j'aime bien quand il y a une dédicace, ça me fait plaisir. Je vais pas vous la lire, évidemment, parce que c'est pour moi. Et la dédicace, étrangement sobre et bien articulée. Je m'attendais à autre chose. Et ensuite, le livre. Et je pars vraiment négatif. Je vous jure, c'est un peu honteux, mais voilà, au départ, je suis en mode... Ouais, c'est pas mal écrit, mais les phrases sont trop longues, il y a trop d'adjectifs, elle essaye trop, ça se sent qu'elle maîtrise pas, enfin voilà, ce que j'avais décidé que ça marcherait pas. Il y a aucun mal à admettre que des fois on est con, hein, voilà, tout simplement. Je crois que c'est le premier livre qui me convainc à lui seul. Pas seulement qu'il était bon, mais qu'il était très très bon. Alors pourquoi? On va parler du livre quand même un peu, hein, ce serait dommage. D'abord, non, le style est maîtrisé, plus que maîtrisé. Il est élégant, il est subtil, il est précis. Il y a plusieurs fois où je me suis arrêté sur une phrase pour en apprécier un 2e degré de lecture. Et ça, je fais ça qu'avec les grands livres, en général. Attention, je suis pas en train de vous dire que c'est un grand livre, attention, je dis juste qu'à plusieurs moments, des phrases isolées ont retenu mon attention. En fait, des phrases qui vous diront rien. Je les ai notées, je peux vous les dire, ça va pas vous spoiler, mais des phrases qui vous diront rien. J'ai noté, elle attendait dans cet état second, fait de terreur et d'euphorie, qui ralentissait ses pensées et accélérait son cœur. Oui, miaou aussi, ouais. En fait, cette phrase, elle est géniale. Pourquoi elle est géniale, cette phrase? Je vais vous expliquer quand même si du coup ça va rien vous dire, mais c'est pas grave, je vous explique en quoi elle est géniale. Parce que donc, c'est l'histoire de cette chère Francesca, qui est utilisée, qui est manipulée par son entourage, qui est un entourage évidemment patriarcal à l'extrême. On est sur une uchronie de la Renaissance italienne. En quoi c'est une uchronie? Les anges sont des êtres physiques. Ils sont là, ils existent, et parfois ils... Tiens, d'ailleurs, un petit mot là-dessus. La société italienne est décrite avec énormément de précision et de détails. J'ai écrit sur mon prompteur, je sais pas si l'autrice a travaillé là-dedans, ou si c'est juste un domaine qu'elle adore, ou si elle s'est juste foutrement bien renseignée pour son bouquin, mais l'univers fait plus que vivre, il existe quand il est roman. Donc voilà, après 30 secondes de recherche sur internet, elle est professeure d'histoire. Je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris. Donc ça c'était 1, la Renaissance italienne vit carrément dans son livre, et 2, quand tu lis la 4e, t'as l'impression que les anges sont omniprésents et qui vont être claqués du cul, genre on est là mais on est trop beau pour les humains. Sauf cette humaine qui me trouble. Voilà. Et en fait, pas du tout. Oui, ma poupou, pas du tout. Ils sont très peu là parce que ce sont des êtres célestes. Ils ont autre chose à foutre. Et quand ils sont là, ils interviennent 3 fois dans l'histoire. Quand ils sont là, putain, ils imposent. Ils imposent une autorité. Une autorité naturelle, quoi, innée. Ils sont parfaitement décrits. Ils sont super bien traités. Bref, ça c'est les anges. C'est l'histoire de Francesca, dans cette société patriarcale. Pourquoi patriarcale? Parce que son père lui a demandé d'aller chercher son frère pour qu'il revienne pour toucher l'héritage qu'elle pourrait toucher elle, mais non, ça revient au frère qui est déshérité, mais elle lui a aussi demandé à elle d'épouser Bartolomeo, qui est le cliché de celui que ton héroïne ne veut pas épouser. Voilà. Amisha Scott dans Alice au Pays des Merveilles, lui, dans l'adaptation nulle de Tim Burton, voilà, ce personnage-là. Et elle, putain, elle est géniale. Elle est géniale. Pas parce que c'est le cliché de femme forte qu'on voit dans tous les blockbusters nuls de ces 10 ou 15 dernières années, le cliché est nul, tu sais, c'est la femme forte qui a une force très superficielle, quoi. Non, elle est pas forte. Au contraire, elle est même très sensible, très fragile. Elle a 21 ans, c'est une noble, de petite noblesse de 21 ans. Dès le début de l'histoire, elle perd son mari, elle perd son fils qui est encore au berceau, mais elle a un truc qui la pousse, malgré elle presque, c'est la passion. Elle brûle, elle refuse de laisser son frère impuni, elle brûle vraiment d'un besoin de vengeance, et c'est vraiment brûlé dans les deux sens du terme, parce qu'elle s'anime,
mais aussi elle se consume. C'est pour ça, quand je dis que la phrase est géniale, elle attendait dans un état second fait de terreur et d'euphorie, c'est ça. Elle saute à pieds joints dans l'émancipation, mais aussi dans l'horreur. Parce que son frère, c'est pas Jojo ce qui lui est arrivé. Et pour des raisons qui, elles-mêmes, ne sont pas Jojo. Il lui est arrivé des trucs terribles parce qu'il a fait des trucs terribles, son frère. Et donc, elle plonge dedans. Et oui, tiens, puisqu'on est là-dessus, on parle de pas Jojo. Parlons de l'enquête, parce qu'il y a aussi ces dimensions-là, il y a encore l'enquête. Et l'enquête, c'est très bien écrit. Et c'est assez intéressant. Contrairement à la plupart des enquêtes que je lis, parce que je suis un grand amateur d'Agatha Christie, dans la plupart de ces enquêtes, on a plusieurs suspects et on a plein de pistes. Ça, voilà, ça c'est le modèle Agatha Christie. Et donc, dans Agatha Christie, c'est un jeu dont Christie nous donne toutes les clés, mais on a trop de clés, on a trop de serrures, et à la fin, bam, l'évidence, il n'y avait qu'une seule clé pour une seule serrure. Bravo, madame. Ça, c'est comme je lis mes enquêtes habituellement. Là, il y a un suspect. Il y a une piste, et les obstacles, c'est que 1, c'est une aristocrate, et 2, c'est une femme. Pardon, je dis aristocrate, c'est une noble. Elle ne peut pas aller là où elle aimerait aller pour poser des questions. Elle peut pas poser n'importe quelle question. Pas à n'importe qui, surtout pas. Parce qu'elle évolue dans un environnement noble, aristocratique. Je vous avoue que moi, je suis pas super carré sur mes termes, là. Mais il faut qu'elle fasse attention à sa réputation. Du coup, tout progresse super lentement. Mais dès qu'un voile est levé sur l'horreur d'un truc, bah là, ça a un énorme impact, si tu veux. Je viens de taper le livre sur ma main. Genre, Signora, nonobstant votre rang, je ne pense pas qu'il convienne qu'une dame de votre éducation se renseigne sur des sujets de détails sordides de la mort de son frère. J'ai besoin de savoir, répond-elle. Ok, on a retrouvé ton frère pendu par les pieds avec ses couilles dans la bouche. Quoi. Voilà. Et en plus, t'as la super description de Francesca qui, je vous le rappelle, n'est pas une femme forte. Elle apprend ça de son frère, alors que jusque-là, son plus gros malheur, c'est qu'elle devait épouser un mec amoureux d'elle, mais chiant. Donc, en apprenant ça, qu'est-ce qui se passe? Bah, elle perd tous ses spaghettis, bien sûr, voilà, tout en essayant de maintenir quand même une certaine contenance. et c'est super bien décrit. C'est très bien décrit. Il y a une tournure de phrase. Je vous cite pas beaucoup de passages, mais il y a une tournure de phrase que j'adore. Je paraphrase, et ça se passe bien plus tard. Elle dit quelque chose de l'ordre de « Elle agrippait fermement le bois de la coudoir. Elle ne se rappelait pas s'être assise. » Super, quoi. Super. Enfin, voilà. Encore autre chose. Il y a autre chose. Je vous ai dit A+. A+. Le A+, il est motivé, si vous voulez, pour qu'il y ait un plus derrière le A, c'est que... il y a encore autre chose, disais-je. Parce qu'elle brûle de venger son frère, oui, mais elle brûle aussi de la touche, cette pauvre Francesca. Excusez la vulgarité, mais oui, c'est un aspect du livre que j'ai adoré. Elle a 21 ans, elle a 21 ans et elle est veuve, et elle est très attirée par le principal suspect de son enquête, mais aussi par un autre gars qui est un rival du premier. Donc on a un triangle amoureux qui est évident, mais décrit du point de vue de Francesca qui ne veut pas fantasmer, parce que c'est si mal, voyez-vous, oh là, une femme et puis une aristocrate, mais c'est si mal, c'est une vulgarité, voyez-vous. Sauf que elle fantasme à mort une relation entre ces deux crushs, avec elle au milieu, évidemment, si vous me permettez l'expression, et ça participe aussi à la complexité de cette protagoniste qui veut juste trouver, assumer, vivre sa place de femme dans cette société-là. Est-ce que je vous le recommande? Bon, si vous vous posez encore la question, c'est que vous apprenez à mieux écouter, peut-être. Voilà, oui, 1000 fois oui, je vous le recommande. Il est excellent. Je suivrai autant que je peux la carrière de Charlène Ferlet. Elle a un compte Instagram, si vous voulez. Elle a beaucoup de talent. Honnêtement, peut-être que je compense un peu, parce que j'ai été injuste envers le roman au début, peut-être que je le surnote un peu, peut-être que je le surévalue, mais même sans ça, les arguments que j'ai donnés, si vous voulez, restent valables. Et il y en a encore d'autres dont j'ai pas parlé, il y a encore d'autres arguments derrière ça, le thème de la représentation par la peinture notamment, l'analogie avec les rapaces évidemment, qui est excellente, elle est fauconnière et du coup elle s'identifie à ces oiseaux, toute l'imagerie avec les oiseaux est vraiment super, mais à un moment donné, il faut arrêter, on en parlera en plus en détail demain, je vous invite à le découvrir, il faut arrêter l'émission maintenant, il faut savoir dire stop, mais énorme plaisir. Finissons donc ce dernier épisode de juin, comme nous finissons toujours nos quoi lectures avec mes lectures du mois dans mon ordre de recommandation. Mais c'est bien, comme je disais, il n'y a pas eu de très mauvais livres. Akata Witch de Nnedi Okorafor, je n'y ai pas été sensible moi, mais je suis dans la minorité numérique en ce qui concerne cette opinion. Beaucoup de gens l'ont bien aimé, donc là pour le coup, ça peut être que bien de vous faire votre propre opinion, en particulier si vous êtes un jeune lecteur ou une jeune lectrice, je pense. Et là, on passe direct au livre que je vous recommande très franchement. Le Château de Hurle d'abord. Je regrette beaucoup de l'avoir découvert dans ce contexte-là. Je regrette de ne pas l'avoir découvert dans un autre contexte. Il est magique. Il fonctionnera pas pour tout le monde. Ça, c'est une certitude. Mais il fonctionnera très fort
pour celles et ceux pour qui la magie opérera. Ensuite, nous avons Rendez-vous avec la mort d'Agatha Christie. Encore un banger. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On me demande parfois par quel livre commencer Agatha Christie ou par quel livre découvrir les enquêtes d'Hercule Poirot. Et moi je me dis, bon, ça peut pas être un livre au dénouement particulier, donc je vais pas vous citer d'exemple évidemment. Ça peut pas être non plus un livre que je trouve moyen, parce qu'il y en a. Ça peut pas être un livre pivot dans la carrière d'Hercule Poirot, c'est-à-dire que je vais pas vous recommander Poirot quitte la scène, qui est la dernière enquête de Poirot. Peut-être pas la mystérieuse affaire de Styles, qui est la première. Pourquoi pas celui-ci? Il fait référence de façon très succincte à 2 autres affaires qui se sont passées avant dans la carrière de Poirot. Mais justement, ça vous donnera peut-être des portes pour découvrir d'autres livres. Enfin voilà, pourquoi pas lui? En deuxième, Danse avec les lutins de Catherine Dufour. Il est pas facile à lire, pareil. Tout le monde n'y sera pas sensible. Mais si vous aimez Kaamelott notamment, et que vous avez envie d'entendre une adaptation dans un univers de fantasy original des troubles sécuritaires du monde d'aujourd'hui, c'est pas que sécuritaire, là je grossis un peu le trait, mais voilà. Vu par des faits immortels, c'est une envie très précise. Je vous le concède, mais bon voilà, c'est là, et c'est excellent. Mais ma recommandation du mois, c'est toujours un plaisir quand ça arrive, Les cerfs sous le velours noir de Charlène Ferlet. Ne vous laissez pas berner par une première impression comme je l'ai moi-même fait. Maintenant, si la première impression vous est favorable, laissez-vous berner, foncez, c'est une bombe, très bien écrit, très vivant, avec une héroïne très forte. On en a parlé en longueur, et on continuera d'en parler, où ça, évidemment, demain sur Twitch, au coin du feu, chaîne Twitch, Lynx TS. Merci à toutes et à tous pour votre soutien, merci pour votre attention, n'oubliez pas le pouce bleu en partant, n'oubliez pas les étoiles si vous écoutez le podcast de cette émission. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le début des coins lecture spécial, livres qui m'ont été offerts par leur auteur ou leur autrice. Ils sont tous là, je ne vais pas pouvoir tous les lire. Pour les gens qui m'écoutent en podcast, pour la population podcastienne de cette émission, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et la plupart sont gros. Mais il va encore y avoir des bangers, comme on dit dans le game. La semaine prochaine, je vous donnerai peut-être, si je garde cette idée-là, le challenge que j'ai retenu si on atteint le sub-goal dont je parlais dans le premier épisode des coins lecture de ce mois-ci, donc de juin, et donc quel sera le goal en question d'ici la semaine prochaine. Donc, je vous souhaite de très bonnes lectures, je vais aller reposer ma voix, très bonne fin de journée à toutes et à tous, et à la prochaine. Ciao.